La confiance des investisseurs est au plus bas. Peu de gens ont désormais confiance aux banquiers et aux politiques quant à leur capacité à sauver l'économie. Tous les marchés, de la Chine à l'Europe, sont déréglés. Les Européens ont perdu leur pouvoir d'achat de l'euro face à un dollar de plus en plus fort. Les Chinois également subissent leurs répercussions d'un dollar de plus en plus fort. Et le dollar, monnaie la plus échangée au monde, déraille lentement et meurt à petit feu. Peu de gens restent optimistes parce qu'ils savent que le système est corrompu depuis des années et que ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut le réparer. Les États-Unis produisent le dollar et les nations exportatrices, comme la Chine, vendent des produits en échange du dollar que les Américains peuvent produire autant. Dans une interview, Raoul Pal a fait quelques analyses intéressantes qui mériteraient qu'on s'y attarde un petit peu. Il dresse l'état de l'économie actuelle. Le ratio risque-rendement pour les entreprises et les investisseurs et la coercion psychologique qu'exercent les politiciens sur les gens. Nous avons déjà vu 2 trimestres de PIB négatifs aux États-Unis, en Europe et partout au monde. Nous avons déjà vu le secteur du logement se retourner complètement. Nous avons déjà vu les problèmes de chaîne d'approvisionnement s'atténuer. Nous avons déjà vu la plupart des prix de matières premières chuter de près de 50%. Nous avons déjà vu le dollar exploser à la hausse ces derniers temps en écrasant toutes les autres monnaies. Le dollar est extrêmement déflationniste parce que les plus grandes nations exportatrices du monde, le Japon, l'Allemagne, la Chine, ont toutes vu leur monnaie baisser massivement. Ils vendent donc maintenant leurs marchandises finies à des prix beaucoup plus bas. Le tournant macroéconomique est donc très important. L'euro a subi une dégringolade soudaine et comme pas possible, se tradant toujours juste en dessous de la parité à 1,03 $. Lorsque nous ouvrons les yeux et regardons un peu loin et analysons profondément la structure de la chaîne, nous commençons à voir des choses qui ne se produisent que dans ces marchés baissiers massifs comme en 2008 lors de la crise financière, ou pire comme en 1929 lors de la Grande Dépression. Il y a un bradage total, et c'est généralement un bon moment pour prendre des risques. Et la récompense dans ces moments est juste extraordinaire et extrême. Si on utilise l'analyse technique, le niveau de confiance qu'ont les analystes est surcoté. Au moment où le narratif global est à son apogée, tout le monde dit que l'inflation va être de 20% pour toujours et que les Européens vont mourir dans les rues parce qu'il n'y a pas de nourriture et qu'ils ne peuvent pas se permettre de chauffer leur maison. C'est ça, le narratif du moment. Donc on peut se demander comment cela peut-il être pire que ce qu'il est actuellement. Quel que soit le niveau de changement, il y a une chose qui est sûre, et c'est ça qui intéresse le plus les investisseurs et les entrepreneurs. Et cette chose est le risque que vous prenez, la récompense que vous obtenez à la fin et le ratio entre les deux. Normalement, quand vous arrivez à cette confluence d'événements, la récompense du risque est entre 20 à 50 fois. Maintenant, cela dépend du risque que vous prenez. Cependant, mon hypothèse de travail est que je ne suis pas sûr que les marchés boursiers vont atteindre de nouveaux creux significatifs, et même avec les données disponibles maintenant, je ne le suis toujours pas. Ils peuvent atteindre leur plus bas niveau, descendre un peu, puis remonter parce que le sentiment actuel sur le marché des stocks est juste inégalé. D'un point de vue global, macroéconomique, la confiance des investisseurs est au plus bas. C'est le pire sentiment. Quelle que soit la mesure, quelle que soit l'enquête, quel que soit le pays, c'est le pire sentiment jamais connu dans l'histoire des marchés boursiers. Les gens sont donc extrêmement pessimistes. Ils sont terrifiés par ce qu'il se passe. Le marché des obligations, qui est le point d'ancrage pour tout, est totalement déséquilibré. Et le dollar, qui est le grand-père de tous les actifs macroéconomiques, s'est également déréglé. C'est donc une situation effrayante et inégalée dans l'histoire. Et il y a 2 façons de voir les choses ici. L'une est celle où les gens des banques centrales et la Réserve fédérale aux États-Unis veulent jouer les héros et devenir des Paul Volcker dont nous nous souviendrons et qui ont sauvé l'économie. De l'autre côté, il y a un groupe beaucoup plus puissant, composé des politiciens qui définissent réellement les feuilles de route. Lorsque les politiciens décideront que la croissance économique est au programme, là, ils changeront la donne.
Et je crois que c'est là qu'interviennent l'assouplissement quantitatif, les aides directes et d'autres mesures pour atténuer la douleur des gens. La politique est juste un jeu de récit. C'est tout ce qu'elle est. Alors, où se situe le narratif ? Le récit se trouve sur le chemin de la plus grande souffrance que ressentent les gens pauvres. Jusqu'à ce que vous soyez dans une situation où vous pouvez utiliser l'optimisme en votre faveur. Donc le chemin le plus douloureux est ce sur quoi ils vont se concentrer. Parce que c'est ce qui récolte plus de votes. La psychologie humaine est que la colère, le ressentiment, la peur ont tendance à mieux vous faire voter. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que si le chômage commence à augmenter, et c'est très probable, ils vont commencer à pivoter en disant que « Oh, l'inflation est morte, le nouvel ennemi est le chômage. Nous devons nous concentrer dans la création d'emplois pour les gens. Nous devons vous aider à payer vos factures même si les produits de base ont baissé de 50%. Nous devons faire quelque chose pour vous aider. Ou encore, nous devons faire baisser vos taux d'emprunt. Vous savez, les gens honnêtes qui travaillent dur, comment peuvent-ils payer leurs hypothèques? Comment peuvent-ils payer leurs dettes? C'est le désordre qui est né de la pandémie. Mais nous devons faire baisser ça maintenant. Nous devons faire baisser les taux d'intérêt. Vous pouvez voir le discours changer. C'est facile pour les politiciens de faire ça. Et c'est tout à fait le même discours. Il y a d'un côté une probabilité de 30 ou 40% que le marché connaisse des baisses significatives. Et de l'autre, une probabilité de 60% qu'il n'y aura pas de nouvelles baisses significatives. Si le marché continue de se casser, nous aurons des rendements de 4%. Et vous savez, en termes de dette globale par rapport au PIB, les États-Unis sont endettés à hauteur de 370% du PIB. C'est 100% du PIB mondial et c'est la nation la plus endettée de tous les temps. Tout le monde emprunte des dollars et nous sommes dans un système où les gens essaient d'agir comme Paul Volcker et vont augmenter les taux plus que ce que le marché peut supporter. Alors qu'en réalité, il faut des taux réels bas pour stimuler l'économie ou la faire tourner normalement. Mais nous venons d'assister à la hausse la plus rapide des taux réels jamais réalisée dans l'histoire. Donc, vous augmentez les taux réels des gens à un moment où ils ne peuvent pas se permettre de rembourser leurs dettes parce qu'il y a trop de dettes. Cela crée donc le chaos sur le marché, parce que la banque centrale est allée trop loin avec tout ce mécanisme. Entre la façon dont les banques peuvent utiliser leurs comptes, plus le resserrement quantitatif, plus l'augmentation du taux des fonds étatiques, et le marché est en train de paniquer. Cette dislocation se répercute également sur le marché des devises. Nous avons déjà noté, vous savez, la situation des autres monnaies, l'euro, le yen, la livre. C'est une situation spécifique, car il y avait jusque-là un contrôle de la courbe des taux. Le Royaume-Uni commençait à réduire les impôts, tout en augmentant les taux d'intérêt. Et ce qui s'est passé, c'est que la monnaie s'est effondrée. Et aujourd'hui, la livre a baissé de 3,5%. Elle fait partie des 5 plus grandes devises du monde. Et elle est en baisse et plus volatile que le Nasdaq. C'est extraordinaire. Mais il n'y a pas que la zone euro qui a les mêmes problèmes. La Corée du Sud, c'est le bordel. Ce que nous avons, c'est une pénurie de dollars. Un sujet dont j'ai beaucoup parlé et dont de nombreux invités ont parlé. Il y a une pénurie mondiale de dollars. La Fed retire des dollars du système. Et ce qui se passe, c'est que la valve de sécurité est le dollar US qui monte en flèche. Ce qui a aussi pour effet d'exporter des quantités massives de déflation. Si vous regardez les nations qui souffrent le plus, ce sont les plus grands exportateurs mondiaux de produits finis. La Chine, le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud, Taïwan. Ils voient tous une baisse massive de leur monnaie. Il est question de produits manufacturés. Ce sont des téléviseurs, des ordinateurs, des puces et tout ça. Donc, les États-Unis sont plutôt satisfaits. Et géopolitiquement, ils aiment ça, car ils exercent leur pouvoir, le plus grand pouvoir qu'ils ont en étant le dollar américain. 87% du commerce mondial est en dollars US, même si les USA représentent 25% du PIB. Mais vous étouffez l'ensemble du système. Il n'y a pas de liquidité en dollars dans toute l'Asie, et c'est un problème. C'est un problème structurel, pas seulement un problème cyclique qui se produit actuellement. Les mouvements que nous observons sur les marchés obligataires et les marchés des devises deviennent sans précédent, comme nous l'avons vu en mars 2020.
Les effets d'entraînement sont des choses comme les taux d'intérêt qui explosent encore. L'impact est donc réel. Ce n'est pas juste un phénomène financier. C'est un problème structurel, général, bien réel. C'est en train de devenir un très grave problème pour les gens.